Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur le château Minot. Donc ce sera un cours plutôt axé débutant. Alors pourquoi je vous propose un cours sur le château Minot? D'abord, qu'est-ce que c'est un château et pourquoi celui-ci? En introduction, ce qu'on peut dire, l'analogie avec les échecs occidentaux étant souvent inévitable, quand on débute le shogi, on a souvent la question « Ah bah il n'y a pas le rock ». Alors oui, il n'y a pas de rock au shogi, et par contre c'est compensé par le fait qu'on va quand même donc construire un château, c'est-à-dire déplacer le roi, le mettre en sécurité d'un côté ou de l'autre, et ça fera un peu office de rock, mais en plusieurs coups. Alors pourquoi on veut construire un château? On veut construire un château parce que classiquement, on considère que garder un roi au centre, c'est assez faible, parce que le roi au centre est vulnérable. Il est vulnérable d'abord parce que s'il reste au centre, il peut se faire attaquer par exemple par un fou de chaque diagonale, de chaque côté. Si une tour s'infiltre, elle peut s'infiltrer d'un côté ou de l'autre. Et toujours si le roi reste au centre et que vous avez des généraux de chaque côté, vous avez des murs pas très épais pour vous protéger. Alors que si vous mettez le roi d'un côté ou de l'autre, vous pouvez mettre toutes vos forces pour épaissir le mur sera plus solide, et surtout, il y aura par exemple, moins de diagonales d'attaque, et puis si la tour s'infiltre, elle peut s'infiltrer que d'un côté. Voilà, donc c'est ça l'intérêt de construire un château. Il y a une quarantaine de châteaux qui portent un nom, mais effectivement, le château Minot, c'est celui qu'on découvre souvent très rapidement quand on débute, parce que c'est un des châteaux les plus simples, et parce qu'il est assez facile à comprendre, et il est très efficace. En complément de ma vidéo, il y a Andy Marks, que vous connaissez peut-être, qui a fait également une vidéo sur le château Minot, donc je mettrai le lien, ça peut vous faire un complément. Je n'essaie pas de dire exactement la même chose, et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, surtout je vous invite à m'interrompre, voilà, comme ça on puisse y répondre. Alors, pour faire simple, pour présenter le château, je vais jouer que les coups d'un seul côté, je ne vais pas jouer l'autre partie, comme ça vous pouvez vraiment vous concentrer sur la construction du château, et sachant que normalement quand on joue pas toujours le même château, on adapte le château en fonction de l'attaque de l'adversaire ou de la défense, etc. Là, pour faire simple, le thème c'est ce château-là, donc on va le regarder, mais il ne faut pas du coup penser qu'il faut jouer ce château-là tout le temps. Ok? Alors donc le château Minot, classiquement, on va déporter le roi sur la droite, mais il y a déjà la tour. Donc pour pouvoir faire ce château, on va bouger, on va d'abord faire de la place pour la tour, et ensuite on va déplacer le roi jusqu'à cette case-ci. Ensuite, on monte le général d'argent ici, le général d'or là, et on pousse ce pion-là. Donc le château Minot, en fait, c'est cet ensemble, essentiellement avec le roi et les trois généraux dans cette position-là, et puis le pion poussé en général, quand même, qui est joué, et puis le cavalier et la lance qui restent sur leur position de départ. Ok, donc ça c'est pour la position du château Minot. Château Minot respecte un des principes habituels des châteaux, qui est qu'en général, un château se construit en mettant le roi dans un coin. Donc le coin, c'est pas la dernière case forcément, mais en tout cas sur un bord, comme ça, avec trois gardes du corps. Et les trois gardes du corps, habituellement, sont deux généraux d'or et un général d'argent, ce qui laisse un dernier général d'argent libre pour pouvoir monter une attaque. Alors maintenant que vous avez vu cette position, pourquoi cette position-là en particulier et pas une autre? Alors ce qui est intéressant sur ce château, c'est que il a, j'appelle ça une forme un peu d'accordéon, dans le sens où, par exemple, là ce serait par exemple beaucoup plus restreint. Si on a une position comme ça, les généraux certes protègent, mais forment également un mur. Et si ça se passe mal de ce côté-là, le roi ne peut pas s'enfuir parce qu'il est bloqué par ses propres pièces. Avec cette formation en zigzag ou en accordéon, si jamais, admettons, ça se passe mal de ce côté-là et que le roi doit partir,
il peut s'enfuir, ces généraux ne vont pas le gêner. Ok? Donc cette position en accordéon, elle a vraiment cet intérêt. Donc le premier intérêt, c'est sur une attaque ici, le roi peut refuir. D'accord? Deuxième intérêt, c'est qu'en cas d'attaque latérale, s'il y a une tour adverse qui vient et qui veut attaquer dans ce sens-là, et ben, si besoin, on peut quand même absorber un peu les coups. D'accord? Et donc l'attaque va être plus longue pour arriver jusqu'au roi. Donc pour arriver jusqu'au roi, il va falloir tour à tour zigouiller chacun des généraux. Donc, ensuite, cette position-là, elle n'intervient pas par hasard. Imaginons si on inverse les généraux, ce serait beaucoup moins pratique. Bah alors déjà, rien que pour obtenir cette position, ce serait super chiant en nombre de coups, parce que lui, il doit monter là et revenir là, donc ce sera beaucoup plus long. Mais par exemple, dans cette formation-là, le général qui est en bas, là, le général d'argent, ne serait pas défendu. Ok? Tandis que dans cette position-là, le général d'argent défend le général d'or qui est là, le général d'or défend également celui-ci. Donc chaque général est défendu, ils se tiennent un peu comme en cordée quand on fait de l'escalade. Il n'y a aucune pièce qui est, qui est isolée. Ensuite, pourquoi on pousse ce pion-là? On pousse ce pion-là pour avoir une petite case de fuite ici. Voilà, si jamais ça se passe vraiment très mal en attaque latérale, le roi peut s'enfuir. Alors, une fois qu'il est là, souvent il se fait cueillir quand même, donc il risque de se faire mater pas trop loin. Mais imaginons si vous êtes à 1 ou 2 coups de maté, et ben, le fait d'avoir cette petite case de fuite ici, c'est ce qui peut vous faire gagner la partie. Si vous ne poussez pas le pion, et ben, ça vous fait des options en moins, ça vous fait des cases de fuite en moins, et en cas d'attaque ici, ça va devenir très difficile. Donc très souvent, on conseille la poussée de ce pion-là. S'agissant de l'ordre dans lequel vous allez construire le château, alors je vous ai montré d'abord le déplacement du roi qui vient jusque-là, ensuite le général qui monte, ce coup-là, et puis ce coup-là. Il peut arriver parfois que vous allez voir des parties professionnelles où la personne va jouer ce coup-là avant d'avoir amené le roi. Ça peut être jouable, et puis en fin de variante, s'il ne se passe rien, le roi vient là, on joue ça, et par inversion de coup, on arrive au même résultat. Néanmoins, il faut faire attention. Lorsque vous jouez ce coup-là en premier, vous créez un petit trou ici. Et ce petit trou-là, il peut être exploité par votre adversaire. Il peut être exploité de votre adversaire de la manière suivante. Imaginons par exemple une ouverture de diagonale du fou. Si jamais il y a un échange de fous, l'adversaire pourra venir parachuter un fou ici avant que le roi n'ait le temps de venir jusque là. D'accord? Donc là c'est embêtant parce que ça paralyse le roi restera au centre. Mais même s'il y a un échange d'une autre pièce, si l'adversaire veut parachuter un général d'or ou un général d'argent, ici c'est embêtant, ou s'il arrive à parachuter un pion, ok, c'est un peu plus rare, mais admettons qu'il arrive à parachuter un pion, bah, du coup il pourra gagner le cavalier. Donc en fait, voilà, soyez vigilants, quand vous montez le général d'argent en premier, vous créez un petit trou. Donc parfois c'est nécessaire, c'est utile, il y a des stratégies d'ouverture qui sont basées là-dessus, avec des stratégies, mais enfin bon, si vous jouez ça, c'est que vous avez probablement déjà un niveau bien avancé, et que vous savez, voilà, vous connaissez les menaces. Ok, alors maintenant, imaginons que votre adversaire a déjà un fou sur cette diagonale. Donc, imaginons que vous n'avez pas poussé le pion. Et imaginons que votre adversaire a déjà le fou sur la diagonale. Et il a, bon, il y a eu des échanges, et il a 2 pièces en main qui sont un cavalier et un général d'or. Eh bien, dans cette position, il y a déjà un mat. Le mat va se produire de la manière suivante. Parachutage du cavalier, le cavalier fait échec et profite du clouage du pion. Le pion ne peut pas capturer le cavalier parce que le fou menace le roi. D'accord? Et le roi, s'il recule, parachutage du général. D'ailleurs, avec un général d'argent, ça marche tout aussi bien. Et là, il y a échec et mat. La case de fuite
la case de fuite est attaquée par le roi, donc le roi ne peut pas fuir là. Le roi ne peut pas capturer le général d'or, qui est protégé par le cavalier, donc là il y a mat. Et si le roi s'enfuit de l'autre côté, avec le général d'or, il y a mat également, donc là si on avait un général d'argent, ça ne ferait pas mat tout de suite. Hein. Donc là, avec le général d'or, mat également, le roi ne peut pas capturer parce que le général d'or est protégé par le cavalier. Et, je pense que c'est hyper important de l'avoir en tête. Parce que si vous décidez de construire le château, il faut connaître ce piège. Parce que imaginons votre adversaire, il a déjà un général en main, il manque qu'un cavalier pour vous mater, il a le fou sur la bonne diagonale. Bon, vous avez un cavalier, je sais pas, n'importe où, là, et votre adversaire sacrifie une tour pour un cavalier, vous demandez pourquoi il sacrifie sa tour, je ne comprends pas. Vous reprenez, et puis et voilà, il peut lancer la variante et il peut vous mater. Imaginons que vous ayez poussé ce pion-là, échec, le roi s'enfuit, sur le parachutage du général d'or, le roi monte et il peut s'enfuir, donc il n'y a plus échec et mat. Simplement, ok? Ok, alors maintenant que vous connaissez une des faiblesses de ce château, ça peut être intéressant de regarder rapidement comment le château peut se développer. Donc là, le château, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est très fort, et en plus, là, il va tirer au maximum, il attaque beaucoup de cases, contrairement peut-être à un château, le Hanaguma, où le roi est vraiment dans le coin, et les deux généraux d'or sont ici, protègent moins. Là, on va quand même protéger beaucoup de cases, ce qui va rendre un parachutage ultérieur de l'adversaire plus compliqué. Donc, voilà, imaginons que vous êtes dans cette position-là, donc ce château-là, comme je l'ai dit, il est très fort pour défendre contre des attaques latérales, mais il est un petit peu moins fort pour défendre des attaques frontales. Donc imaginons que l'attaque de l'adversaire se renforce ici, en frontale, vous pouvez trouver important de changer de château. Il ne faut pas garder le château à vie, mais vous pouvez trouver que c'est important de le changer, mais il ne faut pas non plus changer systématiquement. C'est-à-dire que si votre adversaire ne vous attaque pas sur le dessus, il n'y a pas forcément besoin de faire évoluer votre château. Et voilà, s'il maintient une attaque latérale, dans ce cas, il vaut mieux rester comme ça. Mais s'il commence à déplacer ses troupes pour vous attaquer en frontal, ce qui peut être intéressant, ça peut être par exemple de pousser le pion pour ensuite amener le général d'or ici. Et voilà, souvent il y a celui-là également. Et maintenant, cette nouvelle formation s'appelle le takamino, donc le grand mino. Donc là, vous déplacez ce général d'or qui était ici, vous le déplacez là. Donc vous êtes un petit peu moins bien pour défendre contre des parachutages par là. Par contre, vous êtes beaucoup mieux pour défendre contre des attaques frontales. Et donc le piège du cavalier là, qui fait échec ne marche plus du tout avec ce château. Et d'ailleurs, ce château peut encore continuer, si besoin, à évoluer avec, par exemple, voilà, ce qu'on appelle la couronne d'argent. Là, vous retrouvez la même structure que tout à l'heure, mais plus haut et décalé d'un. Donc là, vous devenez très fort pour vous protéger contre une attaque frontale. Par contre, si jamais il y a un échange de tours et que l'adversaire peut parachuter ici, là, vous risquez de vous faire balayer sur la première ligne. Donc, en tout cas, donc, retenez qu'il n'y a pas un château miracle. Il a toujours des bons côtés et des mauvais côtés. D'accord ? Donc chaque château aura ses points forts et ses faiblesses. Donc l'idéal, c'est de pouvoir adapter en fonction de ce que va jouer l'adversaire. On va apporter une petite précision. En cas de... Si vous jouez tour centrale, la tour occupe la case sur laquelle devait être le général d'or. Du coup, votre château ne prend que 2 généraux. Voilà, on appelle ça le demi-minot. Donc là, c'est accepté parce que la tour, bon, quand même, fait un peu le même travail, mais plus tard, peut-être, c'est pas obligé, mais peut-être vous allez vouloir ramener le général d'or ici, et vous passerez directement en takamino. Voilà, vous passerez directement en takamino pour bien à chaque fois pouvoir bénéficier
de la défense des trois généraux. Dernier point, je vais juste vous montrer peut-être une ou deux idées comment attaquer. Bon, il y a plusieurs manières. Il y a évidemment le mat avec le parachutage du cavalier qui marche. Une fois que vous avez échangé des pièces, souvent ce que l'adversaire va faire, s'il essaie de faire une attaque latérale, il va d'abord essayer de dégommer le premier général d'or. Donc comment on peut le dégommer? Par exemple, soit on arrive à placer un cavalier ici pour éliminer celui-là. Soit évidemment, c'est un général d'argent qui vient pour l'éliminer, soit effectivement on essaye de venir avec un pion qui sera promu. Donc souvent, si vous faites l'attaque latérale, il faut arriver à dégommer le premier garde du corps. Si vous arrivez à vous débarrasser du premier garde du corps, là maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant déjà cette formation, elle a plein de faiblesses. Une faiblesse qui peut être intéressante, c'est de pouvoir bénéficier du clouage du général d'argent. Donc maintenant, vous allez pouvoir essayer d'attaquer ce général-là. Si vous prenez, le général d'argent ne peut pas reprendre parce qu'il est cloué. Alors, si vous avez la tour sur la première ligne et que vous avez par exemple un général en main, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de dévier ce général. Donc, soit vous arrivez à parachuter un pion, et s'il prend, vous pouvez parachuter le général d'argent ici qui fait échec et qui attaque le général. Mais plus souvent, vous n'aurez pas forcément de pion. Par contre, vous aurez peut-être quand même, si vous avez amené la tour là, vous aurez peut-être gagné quand même une lance. Et dans ce cas, vous pouvez parachuter une lance ici. Ça dévie, donc vous offrez une lance. Et par contre, après, voilà, ça vous permet d'attaquer fortement. Donc les faiblesses, elles sont autour des cases du général d'argent. Ok? Voilà. Après, évidemment, il y a des attaques qui sont attaques latérales, mais là, c'est des techniques avancées, donc c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. C'est clair? Voilà, j'espère que ce petit cours vous donnera envie d'essayer le château Minot lors de vos prochaines parties. Voilà, merci.